On va faire d'abord une petite présentation des intervenants. Donc je vais commencer par moi-même et ensuite j'introduirai l'équipe Euriden. Donc moi, je suis Jean-Marie Vergès. Certaines et certains d'entre vous me connaissent déjà. Donc je suis ingénieur d'affaires chez Bworkshop et j'interviens donc notamment sur tout le périmètre JD Edwards et des solutions connexes, donc comme Esker sur la partie dématérialisation facture fournisseur, par exemple, ou facturation client. Bruno, Jean-Michel, je vous laisse vous présenter. Vas-y Jean-Michel, si tu veux. Alors, Jean-Michel Gonzalez, moi je suis consultant fonctionnel chez Eureden. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc ma voix est pas terrible. Et donc, je suis en charge de la branche œuf pour tout ce qui tourne autour de JDE et les interfaces qui communiquent avec JDE. Et donc Bruno Pretzeil, je suis chez Eureden au sein de la direction, comme Jean-Michel, au sein de la direction des systèmes d'information. Et donc j'ai en charge la responsabilité principalement des ERP et des applicatifs qui tournent autour pour les activités industrielles du groupe Eureden que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Donc, au sommaire de ce webinaire, juste un petit rappel de l'objectif de ce dernier. On fera une présentation des deux sociétés. Alors, je sais que certains connaissent déjà Bworkshop, mais c'est toujours bien de réactualiser un petit peu ce qui se passe chez Bworkshop. Ensuite, on verra en quoi consiste le bundle e-invoicing Bworkshop pour ensuite le projeter dans le cas Eureden, comment ça s'est concrétisé de manière concrète, ce dernier, dans le schéma et dans les besoins d'Eureden. Donc, et comme je vous le disais au préambule, on terminera donc par un échange des questions autour de ce dernier. Donc, avant de rentrer dans la présentation de la société, pour l'objectif de ce webinaire, donc ce dernier s'inscrit dans le webinaire qu'il y avait eu sur le retour d'expérience concernant Urial. Donc, pour rappel, on avait fait je crois que c'était en octobre de mémoire, un webinaire sur la mise en place de la facturation électronique dans JD Edwards, mais avec une vision, on va dire, full standard de cette solution-là, c'est-à-dire en utilisant la French Localization e-invoicing proposée par Oracle. Donc, que se passe-t-il? Quid pour les sociétés qui ne peuvent pas bénéficier, pour un tas de raisons, de cette solution-là, standard proposée par JD Edwards? Et c'est là où rentre en place le bundle e-invoicing de Bworkshop, qui est un bundle qui a été développé en R&D, donc par notre équipe R&D en interne, en s'inspirant très très fortement du module e-invoicing Localization French Standard de JD Edwards. Donc avant d'entrer donc concrètement sur ce module-là, je vais faire une présentation, une mise à jour pour certains, comme je le disais, peut-être d'autres, une découverte de qui est Bworkshop. Donc en quelques chiffres clés. Donc, Bworkshop aujourd'hui, c'est pratiquement 80 collaborateurs, donc répartis sur 4 agences, donc Paris, Lyon, Grenoble et Nantes. C'est aujourd'hui plus de 125 clients actifs, si on doit parler de chiffres, avec 24 projets qui ont été mis en production pour un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros et qu'on retrouve dans les jours produits avec plus de 10 000 jours de réalisés. Donc dedans, on inclut aussi bien l'intégration que la partie TMA. Notre cœur de métier donc est toujours l'intégration et la mise en œuvre d'ERP, donc deux ERP qui sont phares chez nous, donc de la famille Oracle, donc JD Edwards, donc qui fait partie du sujet du jour, et l'activité NetSuite qui va concerner des entreprises, on va dire plus bas mid-market entre guillemets. JDE Edwards, on est plutôt situé souvent sur des entreprises industrielles. En complément de ces activités ERP, on propose donc des solutions connexes comme Esker. Donc Esker, nous sommes revendeurs et intégrateurs de la solution Esker. Donc c'est un partenaire qui a été activé depuis 2020. Et c'est une solution qui permet de gérer tout ce qui est la dématérialisation des factures clients et tout ce qui est la dématérialisation donc, de la facture fournisseur. Donc on va parler du P2P, même du O2C, parce qu'on parle des outsourcing des fournisseurs, jusqu'à S2C, donc 2P, pardon, 2C, voilà, des encaissements côté vente. Il y a également la partie trésorerie que nous prenons en charge à travers deux solutions, donc sont Kiriba et Agicap, donc répondant à des tailles de sociétés différentes et des solutions qui peuvent aussi bien être complémentaires à JD Edwards qu'à l'ERP NetSuite.
Donc maintenant, je vais laisser donc Bruno présenter la société Eureden pour que vous puissiez situer qui est Eureden. Alors, Eureden, je vais essayer de faire bref, mais grosso modo, Eureden, c'est un groupe coopératif, donc agroalimentaire. On est basé en Bretagne. Vous voyez quelques chiffres ici. Donc, le troisième groupe agroalimentaire coopératif polyvalent, vous avez des groupes coopératifs qui sont vraiment, on va dire, mono-activité. Nous, on est un peu polyvalent dû au fait de l'activité de l'agriculture en Bretagne, ce qu'on appelle la polyculture élevage. Donc, on a aussi bien des activités dans le monde de l'élevage, des productions animales, on va dire, des productions végétales, et puis les industries de transformation sur lesquelles je vais revenir. Donc, vous voyez 16 000 agriculteurs coopérateurs, donc c'est la première coopérative agricole en Bretagne. 330 agriculteurs élus, donc ça c'est le modèle de la gouvernance en coopérative, et à peu près 8 000 salariés. Vous voyez aussi sur la gauche là, une quarantaine de sites de production, plutôt industriels, et puis on a également une activité de distribution, jardinerie, etc. etc. Je vais y revenir aussi sur un des slides suivants. Donc voilà un petit peu le volume d'activité. On est entre 3,5 milliards et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez le petit camembert à droite qui décrit un petit peu la répartition des activités. Ce qu'on appelle Eureden Agriculture, c'est toutes les activités dites amont, c'est-à-dire les productions agricoles. Donc on va être sur des productions végétales, grandes cultures, céréales. Alors il y a évidemment toute la distribution qui va avec, ce qu'on appelle les intrants, hein, les semences, les produits phytosanitaires et puis les engrais. Production de légumes également, une grosse activité de production de légumes. Voilà. Et puis sur la partie gauche du camembert, on trouve les différentes activités, on va dire plutôt aval. Donc je commence par le bas, puisque c'est une de nos activités principales. Vous voyez Eureden Long Life, ce sont les légumes apertisés, donc bocaux et conserves. L'Aïta, c'est plus une participation dans une grosse laiterie bretonne. L'Aïta, si vous connaissez le beurre paysan breton, par exemple, c'est une marque de cette activité-là. Eureden Viande, donc là on avait jusqu'à il n'y a pas longtemps deux sociétés qui font de la transformation de viande. On n'en a plus qu'une là depuis très très peu de temps, donc c'est la société Aubrey qui est par exemple numéro 1 du lardon en France. Eureden œuf, donc on va avoir deux activités. L'œuf, ce qu'on appelle l'œuf coquille, c'est-à-dire simplement du conditionnement des œufs que vous trouvez en grande surface, par exemple, ou qui sont distribués également dans d'autres réseaux, donc de l'œuf entier frais, on va dire. Et puis, il y a toute une activité qu'on appelle œuf élaboré ou œufs élaborés. Donc, là, c'est une industrie, c'est des industries qui transforment les œufs en différents, ce qu'on appelle ovoproduits. La branche Eureden distribution, donc là, on est dans les magasins de distribution. On verra tout à l'heure, on a quelques enseignes, Point Vert, Magasin Vert, Cultivert également. Voilà. Donc c'est la distribution grand public, jardinerie, animalerie, potager, etc., etc. Mais on parle également de la distribution dans le monde professionnel également, ce qu'on appelle les équipements en fait pour les agriculteurs, agroéquipements. Et puis la dernière branche là qui est mentionnée, qui est Eureden Frozen Food, donc qui est un petit peu, alors on est en pleine réorganisation. Finalement, la branche Eureden Long Life et la branche Eureden Frozen Food ne vont plus former qu'une seule branche pour devenir Eureden Légumes et Plats Cuisinés. Voilà, Eureden Frozen Food au départ, c'était une branche qui était dédiée aux légumes surgelés, légumes et plats cuisinés surgelés. Voilà un petit peu un aperçu des différentes activités du groupe Eureden. Voilà, donc on retrouve ici quelques marques, certaines que vous reconnaîtrez, d'autres qui sont un petit peu moins connues. Donc Dossi, qui est la marque phare du groupe. Voilà, le groupe Eureden, il est né de la fusion de deux grosses coopératives agricoles bretonnes, le groupe Dossi, qui était plutôt, on va dire, basé sur le Morbihan, et anciennement le groupe Triscalia, qui était basé dans le Finistère. Les deux ont donné Eureden, qui veut dire mariage d'ailleurs en breton. Et puis donc on retrouve un certain nombre de marques qu'on distribue, voilà, qu'on fabrique, qu'on distribue. Okay. Et donc le dernier slide, je crois, c'est pour parler un petit peu de l'implantation. Donc vous voyez qu'on j'aime bien cette carte, c'est assez rigolo.
il y a la Bretagne et le reste du monde, quoi, grosso La modo pour nous. Bretagne indépendante. Voilà, donc on a la Bretagne, on a vraiment Bretagne et reste du monde. Donc effectivement, notre activité, comme en fait une coopérative agricole, elle est rattachée à un territoire en fait, ou des territoires. Et grosso modo, nous, c'est vraiment avant tout la Bretagne. Donc énormément alors la plupart, tous nos agriculteurs, on va dire, les agriculteurs producteurs, sont basés sur ce territoire-là. Après, on a pas mal d'activités industrielles, de légumes, de viande également sur ce territoire-là. Et puis sur la partie droite, vous voyez quand même qu'il y a quelques implantations industrielles qui sont un petit peu plus éloignées de nous. Donc on a 3 sites en Espagne, un site en Hongrie, un site en Allemagne de production d'ovoproduits également. Puis voilà, puis quelques autres usines un petit peu éparpillées en France, voilà, au fil des acquisitions, des développements et des opportunités, on va dire. Voilà pour la présentation de Reden. Merci Bruno. Donc, je vais revenir donc sur le bundle donc de la facture électronique JD Edwards qui a été développé donc ça m'agace quand ça fait ça. Pardon. Qui a été développé donc pardon par BeWorkshop. Donc, pour resituer le contexte, à qui s'adresse ce bundle de la réforme électronique? Donc, quand on parle de bundle, on parle bien d'une solution qui a été développée JD Edwards pour répondre à une problématique. On va dire 2 problématiques principales. Déjà, toutes les sociétés équipées de JDE n'ont pas forcément la bonne version de JDE pour pouvoir installer la localisation proposée par Oracle. Il faut savoir qu'en dessous de la 9.2, c'est donc JDE. Donc pour rappel, Oracle propose donc des ESU pour mettre à jour et bénéficier donc de cette localisation de la facture électronique. Seulement, le prérequis pour le faire, c'est qu'il faut avoir une certaine version de JD Edwards. Donc, en dessous de la 9.2, par exemple, si vous avez 9.0 ou 9.1, clairement, ces ESU-là ne peuvent pas être utilisés. Donc, que fait-on, que propose-t-on donc aux clients et qui ont aujourd'hui une version qui n'est pas en mesure de recevoir ces ESU de mise à jour? Eh ben, le bundle répond à cette problématique-là, de dire ne vous inquiétez pas, nous, voilà, on a une solution qui va être capable de faire comme le standard JDE, sauf que vous n'aurez pas besoin d'appliquer des ESU, que ce sera beaucoup moins lourd à mettre en place. Le deuxième cas où on peut faire appel à ce bundle, c'est le cas des entreprises qui sont en 9.2, qui pourraient très bien installer ces ESU. Seulement, voilà, il y a un certain nombre de SU qui sont installés et dont le nombre peut être assez conséquent et avec une incidence qui peut être non neutre, j'ai envie de dire, sur tout le travail de rétrofit qui est à réaliser. Vous savez, quand on installe une ESU dans JDE, il y a toujours ce travail de dire, voilà, quels sont les programmes standards qui sont impactés, quels sont les standards copiés que nous avons modifiés voilà, pour nos besoins opérationnels et qui peuvent être impactés par ces ESU-là. Donc, il y a le travail de réalisation de l'ESU en tant que tel. Donc, voilà, c'est pas le même impact dans un planning de dire j'installe 10 ESU que j'ai 50 ESU de retard. Donc, ça peut être le cas. Et c'est pas le même travail de dire j'ai 20, 30, 40 programmes qui sont impactés par cette mise à jour-là. Et quand on met ça bout à bout, on se rend compte que ça rentre pas dans le planning donc, de la facturation électronique qui, pour rappel, hein, vous le savez, démarre au 1er janvier 2026. Donc ce bundle donc, a pour objectif de répondre à ces 2 cas. Soit mon JDE est trop ancien, entre guillemets, pour bénéficier de la localisation, soit j'ai un JDE qui, effectivement, pour être en mesure de récupérer ces ESU-là. Mais la problématique, c'est que je pars de trop loin pour pouvoir faire cette mise à jour et être en adéquation avec le planning de la réforme électronique, voire j'ai fait trop de spécifiques et j'ai pas envie de les mettre, comment dire, de les mettre entre guillemets en danger en faisant cette mise à jour-là. Donc l'apport de ce bundle-là, il a été créé pour faire ça. Et qu'est-ce qu'il va fournir comme élément? Ben, il va fournir le fichier e-invoicing. Alors, je parle bien du fichier e-for-invoicing, hein, donc sur le B2B, donc des transactions. Donc, pour rappel, cela concerne les transactions domestiques réalisées en France en B2B, donc qui est un format qui est déjà structuré, normé par rapport à ce qui est attendu par les plateformes agréées et donc au final qui est attendu par la PPF. Donc le but du jeu, c'est vraiment de répondre aux exigences réglementaires
sans contrainte de projet, donc dans la mise à jour de tools ou de SU complexes. Oui, parce que quand on dit qu'on part d'une version 9.1, on pourrait très bien avoir l'idée de dire ben, je vais faire ma mise à jour de tools en 9.2, mais ça ne suffit pas, il y a également les ESU derrière à mettre en place. Donc le bundle couvre la partie e-invoicing, à ce stade-là ne couvre pas le e-reporting, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on va dire que la peinture n'est pas complètement sèche au niveau de l'administration fiscale et que Oracle, à ce stade-là, n'a également pas fourni de e-reporting, en tout cas de SU concernant le e-reporting sur lequel nous-mêmes on pourrait se baser pour construire ce bundle. Pour rester cohérent, d'avoir quelque chose de facile à mettre en place, qui s'inscrit dans une démarche qualité dans la roadmap JD Edwards, le parti pris, ça a été de dire, on va regarder comment fonctionne le standard qu'on a mis en place donc, pour d'autres clients. Donc pour ceux qui ont assisté, vous l'avez vu que ça avait été fait par exemple pour Eurial dans le cadre de la Belgique, parce que la Belgique étant le premier pays qui a mis en place la facture électronique, pas l'Italie. Et ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, dans le cas immédiat, c'est la Belgique. Donc, on est reparti de ce que propose le standard. Donc, en sachant qu'on a défini toute une série de tables UDC pour pouvoir faire de la transcodification sur certains éléments qui sont attendus par la PPF, donc notamment tout ce qui va concerner les modes de paiement, les taux de zone, pardon, taxes à articles. Ça peut concerner également les types de documents, hein, pour prendre un exemple très concret, voilà, quand on a un type de document classique sur une facture client qui est RI, c'est pas le code RI qu'on doit transmettre à l'administration fiscale, c'est un autre code qui est de mémoire le 380 par exemple et ou 381, par exemple, pour les avoir. Donc, il y a toute une série de paramétrages comme ça que l'on doit faire à travers ces tables de transcodification qui sont matérialisées par des tables UDC, dans la même logique que la localisation donc, qui a été fournie par JDE. Et ensuite, donc, on a des batchs qui ont été créés. Là aussi, on s'est inspiré et on a regardé comment le standard fonctionnait pour créer ces batchs. C'est des batchs, on va dire, lanceurs qui permettent à la sortie de générer donc, des UBL, donc qui sont les fichiers de sortie e-invoicing avec toutes les informations requises par la PPF et donc qui vont transiter par la plateforme agréée. Donc, il y a un template qui intègre toutes les notions de facture et il y a un template séparé pour la gestion des avoirs. Concrètement, qu'est-ce que ce bundle va aller chercher comme information? Ben, il va aller chercher toutes les informations qui sont exigées par la PPF. Donc, alors, voilà, donc évidemment toutes les factures clients. Donc, ça peut être des factures qui sont rattachées avec des commandes ou autres. Ça va bien entendu gérer des factures en devises domestiques ou étrangères, parce qu'on peut avoir certains clients, même en B2B, sur le marché domestique, qui vont demander certaines transactions, certaines devises. Et ça va gérer voilà, tout ce qui est facture client multiligne, multi-TVA, les avoirs, comme je le disais, au travers un fichier qui est séparé, donc les avoirs clients avec ou sans TVA. Donc, tout, j'ai envie de dire, voilà, les différents cas d'usage qu'on aura paramétrés dans JDE, de manière à les retrouver dans le fichier en sortie. Donc, cas d'usage, pour rappel, qu'il est préférable de travailler avec un cabinet donc, spécialisé dans le domaine. Au niveau du bundle, les services qui sont rattachés que nous proposons donc côté B-Workshop, donc il y a les actions qu'on va réaliser, c'est d'installer les objets de ce bundle-là, donc de mettre à disposition les batchs et les tables UDC. Nous allons réaliser des tests unitaires, de s'assurer donc voilà, que tous les batchs, toutes nos transcos sont bien prises en compte et on va sortir un fichier UBL, on va dire version V01, que déjà on est en mesure de, si vous avez une plateforme agréée, que vous êtes déjà en train de mettre en place cette plateforme-là, eh bien on peut soumettre ce fichier-là déjà pour avoir une première idée à votre plateforme agréée. Associé donc à ces actions, bien entendu, on donne le mode opératoire aussi bien concernant l'installation et le paramétrage de ce bundle-là, et nous réalisons un transfert donc, de connaissances au travers des personnes qui seront en charge de faire le paramétrage, de manière à paramétrer à la fois les différents batchs et surtout de mettre à jour les tables UDC. Donc, vous aurez compris que ces tables UDC-là sont vraiment les tables pivots qui vont permettre de transférer, de transmettre la bonne information, la bonne codification dans le fichier UBL qui sera en sortie.
Une fois qu'on a dit ça, maintenant vous allez me dire c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et c'est là où je vais rendre la main à eux, Eden, qui vont vous expliquer un petit peu comment s'est déroulée donc la mise en place de ce bundle-là, et notamment déjà dans un premier temps, qu'est-ce qui a motivé leur choix? Oui, alors pour essayer d'expliquer un petit peu ce qui a motivé notre choix, c'est vrai que nous, on est dans la situation où on a 2 instances de JDE qui sont pas au même niveau. Donc, vous voyez qu'on est en 9.1 pour l'activité. Alors, PEP, c'est l'activité œuf, en fait, hein, c'est les ovoproduits dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on a une 9.2 point quelque chose. Alors, Jean-Michel saura mieux le dire que moi pour l'activité E2L, donc l'activité long life, légumes apertisés. Dans les 2 cas, on n'était pas en mesure d'appliquer les fameuses ESU Oracle pour se mettre à niveau dans les temps. L'autre information qu'il faut peut-être comprendre, c'est que vous avez vu, je vous ai présenté un petit peu tout à l'heure la diversité des activités qu'on a dans le groupe. Donc vous imaginez bien qu'avec toutes ces activités-là, et notamment toute la diversité des activités de la branche agriculture, les productions animales, les productions végétales, la distribution d'agrofournitures, etc., ben, on se retrouve au niveau du groupe Eureden et au niveau de la DSI du groupe avec à peu près 25 applications qui génèrent des factures sortantes. Et donc, beaucoup de travail pour se mettre en conformité. Alors, non pas pour le 1er janvier, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, Ah, heureusement, pardon, oups, pour le 1er 1er septembre. septembre. Non, il y avait une petite coquille, donc c'est Désolé. bien, la date de mise en œuvre est bien au 1er septembre. Donc voilà, 25 applications. Donc, on voulait, pour ces 2 instances JDE, on ne voulait pas traîner, on ne voulait pas attendre, on voulait démarrer assez tôt. On a sollicité 2 partenaires ou 2 intégrateurs de JDE. Et donc, ce qui a fait que notre choix s'est porté vers la solution, vers le bundle B-Workshop, c'est vraiment l'architecture technique et fonctionnelle telle qu'elle nous avait été expliquée, qui s'appuyait quand même, qui s'appuie ou qui s'inspire énormément de ce que propose Oracle. Donc, on a le sentiment, ou en tout cas, on a la volonté de faire un pas vers quelque chose de plus pérenne, de plus cible. Ce qui nous a convaincus également, c'est la partie, on va dire la facilité de mise en œuvre, et puis le fait que cette solution-là, versus l'autre qui nous était proposée, proposait déjà un fichier structuré, un fichier XML structuré, donc en l'occurrence l'UBL, le fameux UBL. Voilà. Et puis le dernier élément, et je pense qu'on est tous un petit peu pareil, on a besoin de faire confiance à des partenaires et à des gens avec qui on a l'habitude de travailler et qui nous connaissent un petit peu, et ce qui est le cas de Reden avec B-Workshop. Donc c'est vrai que ça pèse également dans la balance. Alors là, concrètement, voilà, comment s'est déroulée donc cette mise en œuvre, comment ça a fonctionné justement entre Reden et B-Workshop? Ouais, donc ça, c'est moi qui vais reprendre la main. Effectivement, B-Workshop a travaillé en chambre sur tout le bundle, et puis une fois que le bundle était prêt, nous ont livré un package sous forme de projet JDE, un ou plusieurs d'ailleurs. Donc, on a installé ce package-là sur notre recette. Ensuite, B-Workshop, une fois le package installé, a commencé à faire tout le paramétrage, qu'il y a un petit peu de paramétrage pour déclencher les versions, etc. Une fois ce paramétrage-là terminé, on a fait un ou 2 points, je crois, de mémoire, pour justement s'approprier le bundle. Donc, l'idée, c'était vraiment que nous, on puisse devenir autonome dans le paramétrage et dans l'utilisation du bundle sans avoir à solliciter BioWorkshop en permanence. Donc on a fait ce transfert de compétences. On a fait un premier test avec BioWorkshop et puis derrière, on a fait nous d'autres séries de tests. C'est-à-dire que nos tests ont lancé des factures, ont récupéré l'UBL sorti par le bundle qu'on a envoyé à notre PA. Alors aujourd'hui, on l'envoie par mail puisqu'on n'a pas on n'a toujours pas d'environnement de recette, donc on ne peut pas faire du bout à bout, mais on leur a envoyé l'UBL tel quel par mail et au retour de notre PA, on échange avec BioWorkshop sur ce qui reste à corriger, sur ce qui reste à faire. Aujourd'hui, on a sur la facture électronique, je parle uniquement de l'invoice, on est à 90-95% d'OK sur l'ensemble du fichier UBL. Alors ça, c'est les retours avec votre plateforme agréée, hein, c'est ça, C'est ça, Jean-Michel? tout à fait. Ouais, là, il reste 2-3 points à régler pour être norme, pour être conforme. Et la manière dont ont été réalisés les tests avec B-Workshop, c'est vous avez pris quoi? Vous avez pris des flux de bout en bout?
Alors, non, là, pour l'instant, on a fait des rééditions de factures. On a fait des rééditions de Mhm. factures sur des factures existantes, sachant que notre recette a été rafraîchie il n'y a pas très longtemps, donc on a des vraies factures de production et on réédite ces factures-là pour déclencher le bundle. Il faut savoir que pour que le bundle se déclenche, il faut que les versions existent et qu'elles soient au même nom, de même nom que les versions initiales. Donc on a fait ce type de test-là. Quand on aura atteint 99% d'OK, on fera un test de bout à bout et là, on intégrera le métier, justement pour qu'il puisse saisir différents types Mhm. de factures. Oui, et puis il est intéressant de noter que sur le bundle, vous gardez quand même la trace du PDF, hein. C'est-à-dire que le bundle, effectivement, va générer le fichier UBL, donc comme le disait Jean-Michel, que vous pouvez donc tester dans la plateforme agréée de votre choix. Mais derrière, vous avez également le PDF parce qu'on pense qu'il y aura quand même une phase de transition où certains clients aimeraient bien avoir toujours la trace de ce PDF, hein. Je ne dis pas de bêtises, hein, Jean-Michel, vous avez, c'est ce que vous avez regardé également, il me semble, chez Non, nous, on Eureden. n'a pas vu le PDF, mais bon, Vous le n'avez pas PDF, fait? Bon, bah, autant on pour l'a par moi. le badge de facturation. Il faut savoir que le Oui, voilà, bundle c'est se ça. déclenche après le badge de facturation. C'est C'est-à-dire que ça. une fois que la facture tourne, automatiquement, si le paramétrage est fait en ce sens, automatiquement, le bundle est déclenché. Et d'ailleurs, on a un sujet là en cours, c'est de ne pas déclencher ce bundle-là pour des factures qui ne nécessiteraient pas de faire de la facture électronique, comme les factures export. Donc c'est déclenché automatiquement. Donc on aura forcément les deux, puisque le badge de facturation va tourner, et derrière, le bundle va générer le XML. Mais contrairement à ce que fait la facture, avec BI Publisher, là, on a un vrai XML physique déposé sur un serveur. Parce que la facture, quand on passe par BI Publisher, c'est un XML qui n'est pas déposé sur un serveur qui est stocké dans une table JDE. Tout à fait. Donc après, il nous restera l'étape de mettre en place les interfaces entre notre serveur JDE sur lequel se trouve le UBL et l'APA, mais ça, c'est dans un deuxième temps. C'est vrai que, comme disait Jean-Michel, pour l'instant, on ne dispose pas de cette plateforme agréée de recettes. On travaille avec un des fournisseurs agréés de plateforme. Ils sont un petit peu en retard, pour tout dire. Et donc, pour l'instant, pour valider la conformité des fichiers qu'on émet en sortie de JDE, on est obligé de leur envoyer ces fichiers-là, on va dire, unitairement. Et eux ont de leur côté on va dire un environnement de recettes et ils peuvent nous faire des retours. Mais on n'est pas encore de bout en bout, effectivement. On est d'autant moins de bout en bout que, d'après les informations qu'on a, il n'y a pas non plus de PPF de recettes pour l'instant. C'est-à-dire que les acteurs de plateforme agréées n'ont pas de PPF de recettes avec lesquels tester leurs propres solutions pour l'instant. Voilà, tout le monde est un petit peu en retard quand même sur le sujet, globalement. En Oui, tout cas, pas en avance. la PPF, effectivement, de recettes, on va dire, de test, Hum. a priori, devrait être ouverte par la PPF à partir de avril. Ah, C'est déjà un FIP. petit peu, voilà. Alors après, je pense quand même que certaines plateformes agréées ont accès voilà, à certains points d'entrée avec la PPF. Mais effectivement, on va dire que la Hum. recette, entre guillemets, les tests officiels, ce serait à partir du mois d'avril. Après, comme je dis souvent, hein, également, voilà, ce type de projet où il y a différents acteurs, c'est un peu un travail à quatre mains. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est réalisé côté JDE qui est réalisé côté plateforme agréée. Notre recommandation, hein, c'est voilà, de suivre, comme a fait Eureden, c'est de travailler en mode, on va dire, sur un flux continu et non en mode silo. Je génère le fichier, puis après, on verra ce qui se passe. Non, il faut vraiment aller de bout en bout parce que voilà, comme je le disais, côté même administration fiscale, la peinture n'est pas tout à fait sèche. Donc il y a peut-être des règles de gestion qui vont encore arriver ou des choses qui vont être affinées. Et forcément, ça aura toujours des impacts sur la solution en amont qui est en charge de facturer, qui est en charge donc de générer le fichier de la facture électronique. Donc à la sortie de ces premiers tests et donc de la réalisation, de la mise en place de ces différents flux, donc qu'est-ce que vous mettriez en avant, vous, de votre point de vue, sur les atouts donc, et les points d'attention, pardon, sur ce type de projet? Bah, comme c'est écrit sur les atouts, effectivement, Beavershop avait anticipé ce besoin-là, de fait que tout le monde ne serait pas en 9.2, ne pourrait pas appliquer le SU d'Oracle.
Et effectivement, la solution est, comme je disais tout à l'heure, on est à 80-95% de données valables dans l'UBL. L'UBL, alors déjà, le format d'UBL correspond parfaitement à la norme UBL 2.1, je crois, ou 2.2. Donc ça, c'était plutôt bien. Il manquait effectivement, le seul retour qu'on a eu, nous, c'est des informations qui manquaient. Et là, on échange directement avec la personne de B-Workshop qui a réalisé le bundle pour pouvoir adapter le fichier en fonction des éléments manquants, notamment ce qui manque, je pense, à peu près à tout le monde, c'est tout ce qui est capital social sur les sociétés, que le bundle, déjà le SU d'Oracle ne le prévoit pas, donc comme le bundle s'appuie sur le SU Oracle, tout ce que le SU d'Oracle n'a pas prévu, le bundle ne l'a pas. Donc Tout là, à fait. on avance là-dessus, c'est assez efficace, assez rapide. On a déjà, juste ce matin, j'ai encore reçu un mail comme quoi la deuxième version était prête à livrer. Donc, effectivement, donc ça, c'est effectivement la réactivité, c'est plutôt intéressant, sachant que moi j'ai un interlocuteur unique, donc ça facilite les échanges. J'ai toujours la même personne pour échanger sur l'évolution du bundle. C'était un point que je voulais, c'est-à-dire ne pas avoir 150 interlocuteurs au fil du projet. Sur les points d'attention, effectivement, il y a les gestions des acomptes, qui aujourd'hui n'est pas gérée. Les factures multitiers et la prise en compte des clients facturés par ODI. Aujourd'hui, on a une question qui se pose de savoir si, une fois qu'on aura mis la facture électronique en place, est-ce qu'on continuera à envoyer de l'EDI ou des factures par mail à nos clients? J'ai fait le point la semaine dernière avec le client et eux-mêmes, ils savent pas trop, si on va continuer à faire de l'EDI ou pas, sachant que bon, la facture électronique devrait remplacer tout ça, mais certains clients ne seront pas forcément prêts Mmh. à gérer de la facture électronique. Sinon, effectivement, Si on je parle que d'invoicing, on ne parle pas de e-reporting dans ce bundle-là. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est facture électronique est géré, facture à voir pour l'instant, et tout ce qui est e-reporting, aujourd'hui, c'est pas dans le scope. Mais ça, je crois si je que peux je Jean-Marie peux en a parlé. peut-être faire une petite clarification là-dessus. En fait, dans notre contexte chez Eureden, la comptabilité n'est pas sur JDE. C'est-à-dire qu'on utilise JDE pour à peu près tout, sauf la gestion financière, la comptabilité. Ce qui explique que nous, le bundle nous satisfait bien, puisque le parti qu'on a pris ou l'orientation qu'on prend en termes d'architecture, c'est de dire que le e-invoicing va sortir de nos applications métiers, les fameuses 25 applications dont je parlais tout à l'heure. Donc ces applications-là sont en charge de produire les fichiers de e-invoicing. Par contre, le e-reporting, qui s'applique donc au B2B export et au B2C, l'idée, je ne suis pas ferme à 100% sur le sujet, mais en tout cas, l'intention, c'est de produire ces fichiers de e-reporting à partir de nos applications comptables et non pas de nos applications métiers. Donc, ce qui explique que pour nous, le bundle e-workshop répondait bien à ce besoin-là. Et deuxième précision, en fait, effectivement, dans les points d'attention, alors ces points d'attention qui concernent évidemment les applications et on va dire les informaticiens que nous sommes, mais c'est surtout des points d'attention à porter à l'attention du métier. Quand on met gestion des acomptes, les factures d'acompte, gestion des factures multitiers, c'est-à-dire vous avez un client livré, un client donneur d'ordre, un client facturé, un client payeur. Ça, ce sont deux des cas d'usage, des nombreux cas d'usage qui sont à couvrir en fait dans le cadre du e-invoicing. Il y en a d'autres. Bon voilà, nous on n'est pas forcément concernés par tous. Je sais par exemple que dans le monde de Eureden Agriculture, on a un gros sujet sur l'autofacturation, c'est-à-dire que c'est nous Eureden qui émettons des factures pour le compte de nos adhérents, agriculteurs, adhérents, producteurs. Là, c'est encore un autre sujet, c'est un autre type de cas d'usage, pour vous donner des exemples. Oui, oui, c'est comme la gestion des acomptes, hein. Ce qu'on entend par là, c'est que la gestion des acomptes, on sait que dans JDE, il n'y a pas forcément quelque chose de, on va dire, de très fluide au départ sur la gestion des acomptes. Mais pour autant, on fait souvent, entre guillemets, des règlements non imputés qu'on gère comme ça. Alors que légalement, il faut faire une vraie facture d'acompte qu'on saisit voilà, comme au niveau de la commande, au niveau d'une commande de vente d'un client. Donc là, le sens de ce point, c'est de dire faut mettre en place une vraie gestion des acomptes dans JDE
Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a la possibilité au niveau de la commande des comptes avec bien l'orchestrator, par exemple, de générer une gestion, enfin une vraie facture d'acompte qui, bien entendu, ensuite rentre dans le paramétrage des différentes tables IDC que j'ai évoquées tout à l'heure, enfin précédemment, pardon, dans le paramétrage et qui permet de retrouver cette facture d'acompte en sortie dans le fichier UBL prévu à cet effet. Donc, qui correspondra, voilà, ce ne sera pas le code 380, c'est un autre code, je crois 386 par exemple, qui sera remonté pour signaler la PPF qu'on parle d'une facture d'acompte. Et comme souvent en France, on a quand même une TVA qu'on doit déclarer sur encaissement. Donc, c'est pour ça que cette facture d'acompte est dissociée d'une facture classique et qu'il faut la déclarer à part.